Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS. On va débriefer les demi-finales de l'Eurobasket 2025. Ça y est, on a notre finale, l'Allemagne qui va affronter la Turquie. Donc on va débriefer aujourd'hui les demi-finales et on va commencer tout de suite par l'Allemagne face à la Finlande. Donc déjà, les deux matchs du jour, il y avait vraiment une grosse ambiance, que ce soit Allemagne-Finlande ou Turquie-Grèce. La Finlande, les supporters finlandais étaient venus en nombre, ils ont poussé et ça a marché sur le début de match. La Finlande qui commence très bien, qui commence avec un 11-4, avec un gros Miro Little. Daniel Theis du côté allemand qui met les seuls 4 points pour commencer le match, qui est très bien trouvé sur du roll, etc. et qui aussi défensivement apporte. Mais voilà, la Finlande commence très très bien ce match-là. Et puis petit à petit, chacun commence à trouver son rythme, ça met des gros tirs, de chaque côté ça se répond, ça met des N1 de chaque côté, ça répond, etc. Et au bout d'environ 6 minutes, l'Allemagne commence à se mettre en place défensivement, à être plus agressif, à bien gêner sur les pick and roll, être dans les rotations, et donc commence à retrouver aussi du jeu de contre-attaque, et repasse devant à 21-18. Côté Finlande, sur ce début de match, il y a Markkanen qu'on retrouve assez agressif, mais assez peu inspiré, surtout sur les trappes. Il est très vite trappé, et on voit qu'il force les tirs en fait, au lieu de kicker, de trouver des shooters ouverts, et il force des tirs, donc ça le fait rater pas mal sur ce début de match. Dennis Schroeder, qui sortait d'un match assez dramatique sur le quart de finale, se réveille un petit peu. Il est pas hyper efficace dans le scoring, enfin en tout cas sur le début de match il rate quelques trucs. Par contre à la passe il décompte beaucoup de situations, il arrive à créer pour ses coéquipiers, et on sait que c'est un joueur qui en carrière avec l'Allemagne il a 20 points et 8 passes, donc c'est une partie de son jeu qui est très importante et qui est très importante aussi pour cette équipe d'Allemagne. Il y a un fait de jeu à un moment où il y a un joueur que j'aime beaucoup, Machouni, qui se fait la cheville. Alors quand je regarde le replay, on voit pas trop comment il se fait mal, il marche sur un pied ou pas trop, enfin on n'a pas trop compris. Donc c'était un peu inquiétant. Il reviendra plus tard dans le match, donc ça a été, il n'y a pas eu trop de soucis. Ensuite, quand Theis sort, il y a Johannes Thiemann aussi qui rentre, qui fait un énorme boulot. Il fait une très bonne compétition avec le peu de minutes qu'il a. Franchement, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est vraiment très bon, que ce soit offensivement et défensivement. Et du coup, la Finlande se retrouve presque à surjouer. C'est-à-dire qu'ils ont parfois des situations où ils ont créé des décalages. Alors, ils ont une demi-seconde pour prendre un tir, et ils refusent le tir pour faire une extra passe, sauf qu'en fait, ça permet à l'Allemagne de faire de rotation. Et souvent, ils ont des situations, soit il y a 24 secondes, soit ils finissent par prendre un tir encore plus bourbier. Donc, ils ont perdu un peu cette agressivité et cette insouciance qu'ils avaient au début de match. Je pense qu'une fois que l'Allemagne est repassée devant, ça les a fait réfléchir. Et du coup, ça les a mis un peu dans le dur. On va quand même parler de la première mi-temps de Franz Wagner, qui fait une première mi-temps exceptionnelle, qui commence par se mettre en confiance. Alors, sur le début de match, il rate pas mal près du cercle, mais il commence à se mettre en confiance en allant chercher des fautes. Et je vous vois venir parce que il y en a plein qui ont dit ouais mais Wagner aussi il provoque des fautes, il fait semblant et tout. Là il y a faute. Lui il va au panier pour marquer. Il se jette pas dans le défenseur. C'est arrivé une fois dans le match, c'est vrai, où il jette dans le défenseur et après il se jette un peu en arrière. Mais sinon la plupart du temps il attaque pour finir. Il fait des spins, les mecs ils lui accrochent le bras, etc. C'est des fautes. Voilà, il joue pour marquer quoi. Et il finit donc du coup la première mi-temps à 20 points, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, une fois qu'il a trouvé justement de l'agressivité près du cercle, il a aussi de l'adresse. Je sais pas s'il met 2 ou 3 tirs à 3 points en première mi-temps, mais voilà, il fait vraiment la totale. Et donc le rouleau compresseur allemand se met en route un peu sur cette deuxième mi-temps. Les Finlandais, on l'a dit, qui mettent plus un seul tir, qui hésitent, on dirait, avant de prendre les tirs et mettent plus rien. Et donc l'Allemagne se retrouve à plus 19 rapidement dans le deuxième quart-temps. Malgré ça, la Finlande ne lâche pas. Murinen qui met un 3 points important pour revenir à moins 13. Ils finissent la mi-temps à moins 14, mais ce qui est assez inquiétant, c'est qu'ils prennent 61 points sur cette première mi-temps. Quand on sait que l'Allemagne, c'est une équipe qui marque en moyenne 110 points, et comme on l'avait dit, ça va être très dur de mettre 110 points sur la défense allemande. Donc 61 points encaissés en première mi-temps, tu te mets déjà dans la difficulté pour essayer de gagner ton match. Mais après, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. À noter, côté finlandais aussi, la grosse première mi-temps et le gros match de manière générale de Olivier Nkouma, qui finit, je vais vous donner ses stats sur tout le match, à 21 points, 6 sur 8 au tir, 2 sur 3 à 3 points, 8 rebonds, 3 passes, 29 dévals. Il a été vraiment monstrueux. C'est un joueur que je connaissais pas. Quand je l'ai vu sur le début de compétition, je trouvais il avait des qualités. Franchement, c'est un mec qui doit faire 2-6, 2-7 au moins, voire 2-10, qui est assez costaud, qui est capable de shooter, capable de driver. Enfin, c'est vraiment un joueur complet. Mais je le voyais un peu, vouloir en faire un peu trop sur le début de compétition. Des fois, prendre un peu les rênes de l'équipe, alors que
Bon, personnellement, je le connaissais pas, donc je savais pas, ça se trouve, c'est sa manière de jouer tout le temps, tu vois. Et là, franchement, sur ce match-là, bah, heureusement qu'il a fait ça parce que Markkanen était très bien défendu. Sur les postes extérieurs, il n'y avait pas d'adresse. Et donc, lui, il a vraiment relancé la Finlande et porté ses cojones sur ce match-là. Donc, petit point à la mi-temps, l'Allemagne a 8 sur 16 à 3 points, donc avec une grosse adresse, et 5 sur 14 pour la Finlande. Donc, déjà, ça permet de faire une différence. L'Allemagne a 15 passes décisives et 3 pertes de balles sur la mi-temps. Et la Finlande a 10 passes décisives pour 7 pertes de balles. Donc on voit que forcément, bah, quand tu combines ces deux stats, c'est compliqué d'être devant. Et donc on l'a dit, la Finlande est 14 points derrière. Et elle commence très bien le troisième quart-temps avec un 5-0, mais il y a 3 tirs à 3 points d'affilée de l'Allemagne pour répondre. Schröder, Obst et Bonga qui allument et donc qui remettent la tête sous l'eau. Alors franchement, c'est un match où il y a eu quand même pas mal d'écart. Sur les 75% du match, il y a eu entre 15 et 20 points d'écart. Mais en même temps, les Finlandais, ils ont jamais lâché. On a senti que voilà, ils pouvaient revenir à tout moment. Ils ont fait des runs à chaque fois. Et c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, c'est Dennis Schröder qui fait un match exceptionnel et qui met des gros tirs, ce qu'on appelle un peu les momentum killers. Quand la Finlande va mettre 2-3 paniers d'affilée, et ben c'est lui qui va mettre un gros lay-up, un gros tir à 3 points. Il va chercher une faute. Franchement, il a été très très fort sur cette deuxième mi-temps. Et donc autant on a vu des belles choses en attaque de la part de Murinen, autant en défense. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas vu des belles choses aussi en défense, mais en défense, il a été très naïf. Il défend sur Dennis Schröder, il se fait passer, mais genre Schröder lui met une valise. Alors Schröder, il va vite, mais tu fais 2-10. Tu fais 2-10, donc le colle pas. Il le colle à 1 mètre derrière la ligne, comme s'il allait lui mettre la pression. Évidemment que Schröder, il allait passer. Ensuite, il fait une faute un peu stupide par derrière. Enfin voilà, il est assez naïf encore défensivement. Bon, c'est un très jeune joueur, hein. Mais ça a un peu coûté à son équipe à un moment. Et en plus de ça, il prend une technique. Et fin troisième quart-temps, la Finlande trouve les ressources pour sortir un run. Franchement, j'ai rien à voir avec la Finlande, mais j'étais en train de chanter Suomi, ce qui veut dire Finlande en finnois. Ouais, un finnois. J'étais là en train de chanter, j'étais en mode comme Parisi. Et la Finlande, ils m'ont fait kiffer, franchement. Le run qu'ils ont envoyé, et je tiens à dire, à faire un big up quand même, un big up, on est en 2004 ou quoi, à Sachu Salin, qui n'a pas apporté spécialement au scoring, je sais même pas s'il a mis un panier aujourd'hui. Sachu Salin, non, il fait 0 points à 0 sur 3 au tir, mais défensivement, dans les rotations défensives, le nombre de fois où on voit l'Allemagne qui joue un pick and roll sur le rôle du grand, il y a Salin qui est là, droit, costaud, et donc il a pris des impacts et tout, mais il a énormément gêné. Les Allemands ont pas mal raté sur ce genre de situation. Ça a créé du jeu de relance. Ils ont retrouvé de l'adresse. Et franchement, fin de troisième quart-temps, on était tous on fire. La salle était vraiment dans un état, c'était la folie. Donc début quatrième quart-temps, la Finlande est à -8. Tu te dis, ok, là, c'est important de bien commencer, comme le troisième, de faire un 5-0, un 6-0, ce que tu peux. Et du coup, ils se retrouvent à -14 en 2 minutes 10. Il y a Wagner et Thijs qui provoquent pas mal de fautes. Ils font un petit peu de zone. Début quatrième, ça gêne un petit peu l'Allemagne. C'est vrai que en 5 minutes, il y a eu que 6-2 pour l'Allemagne. Donc aucune des deux équipes n'a réussi à marquer. La Finlande est toujours dans le trou au niveau adresse. Et à chaque fois qu'ils ont un petit peu d'espoir, comme j'ai dit, il y a Dennis Schröder qui revient. Et encore une fois, l'Allemagne met 3 tirs à 3 points pour refaire un écart. Et tu te retrouves à -16. T'étais recollé du coup si mes calculs sont bons, à -7, oui c'est ça. Et donc avec ces 3 tirs à 3 points, tu te retrouves à -16. Et bon voilà, ça a un peu sonné la fin des espoirs finlandais. Mais franchement, cette équipe, moi, m'a fait kiffer. J'espère qu'ils vont prendre la médaille de bronze. On fera peut-être les previews demain des finales et du match pour la 3e place. Mais c'est une équipe assez attachante, très attachante, avec beaucoup de jeunes joueurs, avec des joueurs de caractère, avec des joueurs avec des rôles. Miro Little qui se la tue en défense, c'est Grandinson, je crois, qui s'appelle Grandinson, qui a un rôle très défensif aussi. Et franchement, c'est avec Markkanen aussi en chef de file, les extérieurs, on l'a dit, Machouni et Sachu Salin qui apportent aussi de l'adresse. C'est une belle équipe et il y a beaucoup de jeunes joueurs. Donc à voir sur la suite, sachant qu'il y a que Markkanen qui joue en NBA. Alors Murinen est aux États-Unis, donc peut-être qu'il sera pas là pour les fenêtres internationales. Mais voilà, on sait qu'il faut se qualifier pour le Qatar en 2027. Sachant que les fenêtres, je sais même pas quand est-ce que ce sera peut-être qu'en 2026, donc à voir.
Ils devraient avoir quand même l'essentiel de leur force vive pardon, pour essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est sûr que si t'as pas Mark Cannon, c'est toujours plus dur, mais bon, voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs qui pour l'instant ne sont pas en Euroleague et qui ont des responsabilités dans cette équipe. Donc j'ai hâte de suivre l'évolution de cette équipe. En tout cas, si vous n'avez pas vu les matchs de la Finlande, je vous invite à regarder parce que c'était vraiment du beau basket. Côté allemand, juste pour faire un petit point sur les performances, très 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 gros match défensif d'Isaac Bonga, encore une fois. S'il n'est pas defensive player de la compétition, je comprends plus rien. Après, faut voir parce qu'en Turquie là, il y a un petit, je sais pas s'il joue avec le numéro 2 en équipe de Turquie, mais il y a un petit extérieur dont on va parler. Défensivement aussi, c'est sacrément costaud. Tristan da Silva qui fait un très bon match, qui apporte de l'adresse à 3 points. Il finit à 13 points, à 3 sur 6 à 3 points, 16 d'évaluation, 4 rebonds. Franz Wagner qui finit à 22 points, donc il était à 20 points à la mi-temps, il met que 2 points en deuxième mi-temps, il était plus en difficulté. Il fait 6 sur 19 au tir, il se trouve un petit peu, mais bon, on l'a dit, c'est lui qui a mis l'Allemagne aussi sur les rails. Daniel Theis qui fait 10 points, 11 rebonds, 15 de plus-minus, 20 d'éval. Un petit point sur Daniel Theis, ça a l'air d'être une sacrée merde quand même. Il met toujours des petits coups de pute, il est toujours en train de chercher. Alors c'est lui qui provoque Murinen, c'est lui qui provoque un peu Komoa, je sais plus c'est quoi son nom, j'ai eu un bug. Bref, vous avez compris de qui je parle. Il fait des petits trucs, enfin bref, j'aime pas son attitude personnellement. Schroeder, l'homme du match. Alors 26 points, 12 passes, 5 rebonds, 29 d'éval. Il se trouve, et encore, non, il se trouve pas tant que ça. C'est juste qu'il a un peu raté à 2 points, il fait 2 sur 6 à 2 points, 4 sur 9 à 3 points, 10 sur 10 au lancer. Donc il est 26 points à 6 sur 15. Correct, on l'a dit, il n'allait pas faire deux mauvais matchs d'affilée, il s'est bien réveillé après sa mauvaise performance en quart de finale, et voilà, il a mis l'Allemagne sur la route aussi, et surtout en deuxième mi-temps. Et Andreas Obst également, qui a mis 7 points, qui n'a pas eu un impact de folie, mais par contre qui a mis des tirs qui ont fait mal, notamment sur la zone dans la deuxième mi-temps quand la Finlande a proposé de la zone. Donc voilà pour ce match-là. On va passer maintenant sur le deuxième match, le match qui était le plus attendu, la Grèce contre la Turquie, et on en a eu pour notre argent. Vous y avez cru? On n'en a pas du tout eu pour notre argent. Alors, ça dépend, parce que concrètement, depuis le début du tournoi, on a des places pas très haut, pas tout en haut non plus, mais on est censé être derrière le panier, donc pour la visibilité, c'est pas idéal. Il faut dire la vérité, depuis le début du tournoi, on est derrière la table de marque. Au premier rang, deuxième rang, on est bien, tu vois. Il y a toujours des places de libre. Au pire, quand il y a des gens qui viennent nous dire c'est nos places et tout, on peut toujours se décaler, il y a toujours de la place. Là, pour Turquie-Grèce, c'était pas possible. On a attendu, on s'est fait décaler une fois, deux fois, on voyait ça se remplissait, on a dit allez c'est bon, on va aller à nos places. On est allé à nos places, on a fait jusqu'à la mi-temps, et après on a réussi à trouver des places, mais bon, il y avait un Turc derrière moi qui était bourré, enfin bref. Bonne ambiance de supporterisme, en tout cas l'ambiance était exceptionnelle, on aurait dit les ambiances d'Euroleague, surtout au début de match, où il y avait les Grecs qui chantaient Hellas, Hellas, et les Turcs qui chantaient Turquie, donc ça s'affrontait, mais vraiment dans une meilleure ambiance qu'en Euroleague, parce que on voyait les supporters, c'était mélangé en fait, il n'y avait pas de cop entre eux, alors des fois il y avait des rassemblements et tout, mais dans la plupart des cas c'était mélangé, et c'était vraiment bon enfant, on les voyait qui se câlinaient, etc. Enfin voilà, pas de souci de ce côté-là. Très belle ambiance. Le problème, c'est que le match n'a pas été au rendez-vous. Clairement, franchement, je ne veux pas faire un déroulé du match. C'est pas intéressant. La Turquie commence très fort. Et la Turquie a écrasé la Grèce. La Grèce n'a pas existé. Score final 94-68. Il y a eu 20 points, voire 30 points tout le match. Ils les ont désossés. Alors, on peut essayer un petit peu d'analyser ce qui s'est passé. En fait, dans l'intensité physique, les Grecs, ils pouvaient pas. Et je sais, je critique beaucoup Ergin Ataman, et comme j'ai critiqué Luka Doncic, c'est des gens que je critique pas vraiment pour leur performance. Ergin Ataman, ses performances parlent pour lui, même si quand il est pas bon, je peux lui glisser un petit pic parce que bah voilà, je l'aime pas, tu vois. Mais je l'aime pas pour son comportement, pour sa manière de toujours se plaindre que c'est jamais de sa faute, c'est toujours les arbitres, etc. Comme pour Luka Doncic. Luka Doncic, excellent joueur. Je vais jamais dire que Luka Doncic il est pas bon. Par contre, j'aime pas son comportement. Voilà, ça c'est dit. On va quand même donner du crédit à la défense et à la mise en place défensive sur pick and roll des Turcs, et donc par Ergin Ataman ou ses assistants, notamment son fils, j'imagine, qui a beaucoup aidé. Mais les Grecs n'arrivaient pas à trouver de solution. Kostas Loukas était complètement étouffé par Seamus Hazard. C'est lui dont on parle quand je parle de defensive player du tournoi, parce que ce mec-là, alors il joue au Fener, pas cette année, mais l'année dernière, il avait des bribes de temps de jeu. Je sais pas où il jouait cette année, mais en tout cas, il était pas en Euroleague. Je crois qu'il était prêté. On savait qu'en attaque, c'était un joueur qui était hyper athlétique, qui était hyper agressif vers le cercle. Mais là, ce que défensivement, il est en train de montrer,
c'est un joueur qui se rend indispensable. Il a sauté la place de Kenan Sipahi sur ce tournoi et c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait sur Kostas Loukas sur cette première mi-temps, enfin sur tout le match de toute façon. Donc Kostas Loukas est dans le trou, il est à 3 points à la mi-temps, il est éteint. Tyler Dorsey, c'est le seul qui commence et qui met 2 sur 2 à 3 points. Donc on s'est dit, peut-être que Tyler Dorsey est dans un bon jour et tout, ça va le faire. Tu parles, il finit à 9 points à 3 sur 8, mais bon, de toute façon, on va pas tirer sur... Enfin si, on va tirer sur certains joueurs un peu plus, mais Tyler Dorsey, c'est pas le premier sur lequel j'ai envie de tirer. C'était très difficile pour les Grecs, donc je l'ai dit sur l'aspect physique. Dès qu'il y avait un écran, dès qu'ils prenaient un écran, ça sortait fort, ça bumpait. Sur la descente, ils étaient dans les rotations. Le nombre de balles qu'ils perdent sur le short roll, ils envoient des balles. Soit les intérieurs, ils attrapent pas la balle, soit il y a la rotation turque qui est là, ça donne du jeu rapide. Et en plus de ça, ils n'arrivaient pas à défendre l'attaque turque parce que franchement, Şengün, même s'il est en délicatesse, il commence par 0 sur 7 sur son tir, il fait vite 5 passes décisives. Cedi Osman qui a du jeu de relance, Şemus Hazar qui va récupérer des ballons, qui met dedans. On va parler de Ercan Osmani, vous en faites pas. On va en parler, ne vous en faites pas. Mais voilà, la Turquie déroule et donc du coup, la Grèce qui est la force principale de la Grèce, c'est Yannis Antetokounmpo. La force principale de Yannis, c'est l'open court. Donc vraiment, on l'avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a fait les previews des huitièmes de finale, que la Turquie avait le deuxième plus faible pace du tournoi. Et là, face à la Grèce, c'était du pain béni. Parce qu'en fait, jouer sur des possessions lentes, essayer d'avoir des bons tirs, des tirs ouverts, des tirs travaillés, qui te permettent soit d'avoir du rebond offensif, soit d'avoir un repli correct, ils ont totalement éteint Yannis. Yannis, il fait son pire match du tournoi. Il fait 12 points à 6 sur 13, 12 rebonds, 18 dévals, moins 32 plus-minus. Donc tu regardes les stats, tu dis bon déjà il met que 12 points. Après les pourcentages sont pas mauvais, mais tu vois Yannis il tire un lancer franc sur ce match-là. Il tire un lancer franc. Alors est-ce que le coup de bluff d'Ergin Ataman sur les arbitres a marché? Non, franchement, pour avoir vu le match, il a été excellemment défendu. À chaque fois qu'il avait la balle poste bas, ça l'envoyait dans la trappe, ça se mettait sous le panier, les deux bras en l'air, et vas-y si tu veux nous dunker dessus, dunk nous dessus. Mais à chaque fois c'était contesté, c'était difficile. Il a ressorti des balles pour ses shooters soit... Mais encore une fois, les rotations de la Turquie, on dirait qu'il y avait une équipe qui jouait en x2 en vitesse et une équipe qui jouait en x1. Même quand il arrivait à sortir les balles, alors peut-être qu'il les sortait un peu tard, c'est vrai qu'il faisait 2-3 feintes et il a perdu 1 ou 2 balles comme ça sur marché parce qu'il essayait de faire des pivots, il essayait de monter quand même. Un peu comme Markkanen sur le premier match. Il faisait 2-3 feintes et il kickait, mais du coup, je pense qu'il perdait un petit peu Enfin, pour ceux qui jouent au basket, parce que il y en a beaucoup, vous commentez mes vidéos. Et moi, je ne devais pas répondre à tous les commentaires, mais il y en a. Je vous jure, quand vous commentez, ça se voit que vous savez pas de quoi vous parlez, les gars. Ne parlez pas avec moi. Bref. Du coup, pour ceux qui jouent au basket, normalement, quand t'attaques, tu vois, imaginons tu passes ton premier joueur, il y a l'aide qui arrive. Le meilleur moment pour lâcher la balle, c'est au moment où l'aide se déclenche. C'est pas une fois que l'aide est arrivée, c'est au moment où l'aide se déclenche parce que du coup, pareil, la rotation, elle est en train d'avancer, donc c'est plus difficile pour eux de récupérer, d'accord? Là, Yannis, je pense que il a lâché la balle un peu tard, justement. Il a lâché la balle une fois que l'aide était arrivée, que la trappe était arrivée. Il a gardé 2-3 secondes et donc derrière, la rotation défensive avait vraiment le temps de se mettre en place. Et donc, même les tirs à 3 points qu'il créait, alors il y en a qui étaient ouverts, mais il y en avait où vraiment, finalement, il y avait un contest. C'était obligé de refaire une feinte, de réattaquer l'intérieur et tout. Et vraiment, crédit à la défense Cedi Osman, le nombre de close-out qui s'est envoyé, c'était fou. Il y avait rien côté grec. Toliopoulos, franchement, Ergin Ataman, il l'a signé pour l'année prochaine au Pana. Là, il a montré certaines limites, que face à une défense très très agressive, très haute, il n'a pas existé sur ce match-là. Il fait 0 points en 15 minutes, 0 sur 2 au tir, 3 pertes de balles. Là, il n'a même pas pu tirer. Il prend 2 tirs à 3 points. C'est vraiment son pire match de la compétition et ça m'attriste parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais là vraiment il ne pouvait pas jouer à ce niveau-là, il ne pouvait pas, c'était pas pour lui. Kostas Loukas, quand tu regardes les stats, tu te dis il fait 15 points, 6 sur 8 au tir, 4 passes, 19 dévals, il fait un bon match. C'est un mytho. Je vous ai dit, à la mi-temps, il est à 3 points, il doit faire 2 passes à la mi-temps, un truc comme ça, et il s'est réveillé quand il y avait moins 1000. C'est bon, hein, les mecs qui font les stats quand il y a moins 1000, je sais, j'en fais partie, mais ça sert à rien de nous faire croire que vous faites des bons matchs. Quand même, Kostas Antetokounmpo a fait une bonne entrée, j'ai trouvé. Il rentre, il met rapidement des paniers, il fait 6 points à 3 sur 3 au tir, 5 rebonds, il met encore des contres, 15 dévals. Franchement, Kostas Antetokounmpo,
il a vraiment progressé. Tu vois, quand il a signé à l'Olympiakos là cet été, je me suis dit, à quoi bon? Surtout que tu as récupéré Donta Hall qui a un profil aussi similaire, avec des meilleures mains même athlétiques, contreurs et tout. Mais attention parce que Kostas Antetokounmpo, il peut vraiment apporter à cette équipe d'Olympiakos qui n'a pas Mousfal, on le sait. Il y aura Nicolas Milutinov, il y aura du coup Donta Hall et donc Kostas Antetokounmpo. Bon, on le sait, l'Olympiakos, ils sont à chaque fois triplés sur chaque poste, mais ça va être très intéressant de suivre ça. Côté Turquie, je l'ai dit, Alperen Şengün a mal commencé son match. Il finit à 5 sur 15 au tir, donc il met 15 points. Il fait quand même 12 rebonds, 6 passes et un corps. Normalement, il devrait être à 10 passes larges. Mais bon, il y en a, ils se sont fait des petites gourmandises. Maintenant, on va parler quand même du MVP du match. Rudy, est-ce que tu écoutes? C'est qui le MVP du match? Tu peux crier. Ok, Rudy, il est à l'ouest. Le MVP du match, c'est Ercan Osmani. Ercan Osmani, il fait un match, je l'ai déjà dit, mais je le redis, le GM de Houston signe Ercan Osmani. Parce que l'entente et la relation qu'ils ont avec Alperen Şengün, d'ailleurs, il faut qu'on arrête de dire Şengün, c'est Şengün. Hein, en turc, le U, quand il y a un tréma dessus, et j'ai regardé, il y a un tréma dessus, ça se dit U. C'est Şengün, c'est s'il n'y avait pas eu de tréma sur le U. Bref, c'est le petit aparté prononciation. Donc Alperen Şengün, il a trouvé Osmani qui se déplace très très bien autour de lui à chaque fois, parce que Şengün, tu ne pourras pas l'empêcher d'arriver dans la raquette. Il est très fort sur poster, spinner, faire une feinte de spin, revenir. Vraiment, sur ça, il est exceptionnel. Et après, tu vas venir aider et il cherche la petite passe. Et Osmani est très 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 bon pour être dans les bons espaces. Et voilà, il a 20 points à la mi-temps aussi, je crois, ou 18 points à la mi-temps. Et finit le match à 28 points, 11 sur 15 au tir, 6 sur 8 à 3 points quand même, parce que c'est quand même un poste 4 qui est capable de shooter. Franchement, s'il joue à ce niveau-là, à l'EFS, attention à la Anadolu Efes, bon, on n'a pas fait les previews pour l'Euroleague l'année prochaine, mais Osmani, là, il a vraiment passé un cap sur ce tournoi, en tout cas. Plus 30 de plus-minus, 33 d'évaluation, puisqu'il fait également 6 rebonds et 2 passes. Il a été monstrueux, il a été vraiment monstrueux. Et en plus, défensivement, il se l'est envoyé sur Giannis, il le tuait, il le gênait, il l'envoyait dans les aides, il provoque des passages en force. Vraiment, il a été exemplaire, un joueur que j'adore, tu vois, il fait pas de blaire, il est juste bon au basketball. Et je tiens aussi à rajouter qu'on a vu un petit duel en début du deuxième mi-temps, entre Alperen Şengün, qui était défendu par Giannis, et il lui a fait la chanson. Il a fait des petits hooks, tac tac, petite feinte. Soit il lâchait à Osmani, soit il mettait des petits hooks dans sa tête. Non, vraiment, c'était trop. J.D. Osman aussi qui fait un très bon match, 17 points, 7 sur 12 au tir, 5 sur 7, 2 sur 5 à 3 points, 17 d'éval, plus 32 de plus-minus. Franchement, c'est un joueur dont j'étais pas spécialement fan au début de... c'est pas que j'étais pas fan, mais tu vois, c'était un joueur qui arrivait de NBA. Moi, en NBA, j'avais pas trouvé qu'il s'était vraiment imposé dans aucune équipe. Même à Cleveland, quand il avait sa chance dans une équipe nulle, il faisait un peu de stats, mais voilà, l'équipe gagnait pas. Il est arrivé, il a mis un peu de temps à se mettre en route au Pana, mais sur la fin de saison, il était exceptionnel. Là, sur le tournoi, il est exceptionnel. Et pareil, c'est un joueur, voilà, vous comprenez un peu le principe. C'est un joueur, il parle pas, il joue au basket, tu vois. Il joue au basket, il défend fort, il joue de la transition, il va chercher du rebond, il est intense. C'est tout ce qu'on aime, voilà. Et là, je suis content, tu vois, il fait encore une très bonne performance, et je suis content pour lui, et j'espère que l'année prochaine, il va faire la même chose au Pana. Voilà. Shane Larkin, ah oui, j'ai oublié de parler de Shane Larkin quand même, qui a été plutôt discret en première mi-temps. Après, il avait pas besoin de forcer, il avait plus 20 direct. Mais en deuxième mi-temps, il s'est fait plaisir. Oh, il s'est fait plaisir. Petite hésitation sur Giannis, je vais finir au lay-up, petit flotteur N1, petit tir à 3 points. Enfin, il a tout fait. Franchement, Shane Larkin, c'est Seviyorum. Maintenant que t'es un joueur turc, tu dois savoir ce que ça veut dire. Donc voilà, un peu sur ce match-là. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse... Je vais poster la vidéo là ce soir. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse la preview de la finale. Parce que demain, du coup, c'est samedi, il n'y a pas de match. Évidemment, ce serait mieux de la poster samedi et pas dimanche juste avant la finale. Donc, vous me dites en commentaire si vous voulez la preview. Vous me dites en commentaire votre pronostic aussi pour la finale et pour le match de la 3e place. Et de toute façon, on fera un débrief de la finale quoi qu'il arrive. Et sur ce, je vous dis bye bye.